Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui se trouvent dans l'amphithéâtre ou en ligne. Bonjour Joseph, Bonjour Aloïs. nous vous remercions d'être présents pour ce premier rendez-vous de l'actu de l'année 2024. Je m'appelle Aloïs et avec mon collègue Joseph, nous allons vous parler des tenants et des aboutissants d'une actualité qui a défrayé la chronique le mois passé, la Convention médicale 2024. Plus précisément, nous allons en envisager les enjeux et les perspectives afin d'en saisir toutes les dimensions. Mais pour commencer, livrons-nous à une rapide explication du titre de cet article du journal Le Monde de janvier 2024 que nous avons choisi avec Joseph pour introduire notre propos. Tout d'abord, les négociations conventionnelles. De quoi parle-t-on? Les négociations conventionnelles constituent la modalité permettant, si tout se passe bien, de s'accorder sur un corpus de textes, c'est-à-dire le texte principal, la convention médicale, et ses avenants futurs. Le rôle de la convention médicale est de définir pour 5 ans les relations, c'est-à-dire les conditions d'exercice et de rémunération entre, d'un côté, l'assurance maladie, réunie au sein de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie depuis la réforme de 2004, et de l'autre, les médecins libéraux incarnés par leurs syndicats représentatifs des deux collèges, c'est-à-dire spécialistes et généralistes. Au-delà, la convention médicale représente un véritable pacte social, un contrat liant les deux parties afin d'assurer la pérennité de la couverture maladie et la qualité des soins. Mais connaissez-vous l'histoire des conventions médicales? Elle ne date pas d'hier. Elle ne remonte pas non plus jusqu'à Hippocrate. La première convention nationale a été signée en 1971. L'objectif principal était alors d'harmoniser les rémunérations à l'échelon national. Progressivement, le champ des discussions s'est étendu pour couvrir des sujets comme l'organisation, avec par exemple la mise en place des médecins traitants, ou couvrir des sujets comme les pratiques médicales, en particulier pour inciter à davantage de prévention. En 2024, les négociations se déroulent dans un contexte plutôt délicat pour l'assurance maladie. D'une part, parce que la proximité avec l'échec de 2023 met une certaine forme de pression pour obtenir des résultats, et d'autre part, en raison de l'instabilité gouvernementale qui n'est pas très favorable à de bonnes négociations. Et c'est donc face à cet environnement que l'on peut s'interroger pour savoir comment concilier les enjeux d'un secteur médical sous tension avec ceux du risque maladie afin d'en garantir notamment l'efficacité et la soutenabilité. Pour répondre à cette question, nous verrons dans une première partie les enjeux et nous regarderons comment ce contexte médical dégradé génère des tensions issues des divergences entre l'assurance maladie et la médecine libérale. Dans une seconde partie, nous regarderons plus en détail la Convention médicale 2024 et cela nous amènera à nous interroger sur l'opportunité de nouvelles approches. Mais dans un premier temps, revenons sur les enjeux de la Convention médicale avec des enjeux qui sont récurrents, qui vont revenir convention après convention, et nous verrons ensuite des enjeux plus conjoncturels en lien avec les difficultés actuelles. Pour parler dans un premier temps des enjeux récurrents, je vais commencer par laisser Thomas Fatoum introduire le propos. Il a été récemment interviewé sur France Inter et s'exprimer sur l'un des sujets majeurs de la convention médicale. On va avoir ce débat des tarifs, c'est évident. On n'aurait pas rouvert la négociation en novembre en se disant on ne va surtout pas augmenter le tarif de la consultation. On sait à peu près où sont les points de repère des uns et des autres. Ce n'est pas une question d'augmentation, c'est une question de jusqu'où vous arrivez. Eh bien, ça, c'est la question. Et qu'est-ce qu'on obtient en contrepartie? L'économiste de la santé qu'on a entendu tout à l'heure le dit bien. Voilà, ce n'est pas seulement une négociation tarifaire dans laquelle l'assurance maladie fait un chèque et c'est terminé. Merci, Monsieur Fatom. Tout d'abord, il est important de préciser que la convention médicale agit comme un cadre légal, à même d'assurer la conciliation entre des exigences susceptibles d'entrer en contradiction. Il s'agit ici de sa finalité principale. Historiquement, l'objet de la convention médicale est de préserver un délicat funambulisme entre, d'un côté, socialisation de l'accès aux soins dans ses différentes dimensions et exercice de la médecine libérale, dans un contexte, à l'époque, de développement exponentiel de l'offre de soins. Aujourd'hui encore, la tarification constitue la pierre angulaire de la convention médicale. Il suffit pour s'en convaincre de s'intéresser au sujet principal des derniers articles de presse lors des négociations conventionnelles ou des points qui ont poussé les syndicats à sortir de la table des négociations.
Comme l'a récemment rappelé Thomas Fattom, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie que vous venez d'entendre, la CNAM, par ces négociations conventionnelles, il s'agit de répondre aux attentes des deux côtés de la table, dans une logique du donnant-donnant. Ce sujet de la tarification, dont je viens de vous parler, a pris une importance toute particulière ces dernières années, notamment au regard de la diversification des sources de rémunération des professionnels de santé. Lorsque le paiement à l'acte, qui est la rémunération historique auquel les médecins libéraux tiennent, se révèle mal adapté. Le 8 février dernier, lors de la 3e séance plénière de négociation, la CNAM s'est dite prête à mettre en œuvre des revalorisations tarifaires, cependant en contrepartie d'une amélioration de la santé de la population. Concrètement, d'un côté, l'assurance maladie propose d'augmenter le tarif de la consultation chez le généraliste à 30 € et propose également des augmentations tarifaires au cas par cas selon les spécialités cliniques et techniques. Et de l'autre, pour les médecins libéraux, les rémunérations forfaitaires devront être refondues par la mise en place d'un nouveau forfait, notamment intégrant une dimension de santé publique ou la suppression des forfaits structure et rémunération sur objectifs de santé publique, les fameux ROSP. Il s'agit donc, comme je viens de vous le démontrer, d'avoir les moyens financiers pour payer les soins reçus, mais également d'avoir la possibilité d'accéder géographiquement à ces soins, sujet plus que sensible. Cet enjeu a cependant quelque peu évolué au fil du temps. Si le but était à l'origine d'amener le développement de l'offre de soins dans les territoires, il est plutôt question aujourd'hui de pallier les difficultés d'accès variables selon les territoires et les populations. Ainsi, lors des dernières négociations, il a été notamment question des équipes de soins spécialisées, donc qui sont les petites dernières de l'organisation territoriale de la médecine libérale, et le pendant des équipes de soins primaires pour la médecine générale. Comme son nom l'indique, l'équipe de soins spécialisés vise à une coordination entre les acteurs de premier, deuxième et troisième recours, autour d'équipes de médecins spécialistes, afin de faciliter l'accès aux soins spécialisés. Lors de la dernière séance plénière, celle que j'ai déjà mentionnée du 8 février, la CNAM a mis l'accent sur un point essentiel, l'amélioration de l'accès géographique aux soins, mais surtout l'articulation entre premier et deuxième recours. Cependant, et ce sera le deuxième point, depuis les années 1990, la convention médicale prend toute sa plénitude en tant qu'outil de régulation médico-économique. Elle permet ainsi d'assurer une meilleure efficience des fonds de l'assurance maladie à budget contraint. Cette régulation est assurée concrètement par deux leviers principaux, la maîtrise des dépenses de santé d'un côté et l'accompagnement des réformes du système de soins de l'autre. Cet enjeu prend la forme dans chaque convention d'un axe prioritaire consacré à la pertinence et à la qualité des soins. C'est dans ce cadre que les références médicales établies par la Haute Autorité de Santé, la HAS, ont été instaurées entre autres, donc références qui sont opposables aux médecins. Dans ce cadre, le 8 février dernier, il a été proposé la mise en place d'un programme d'action sur la qualité et la pertinence des soins. Une réflexion a également été menée sur le renforcement des outils de lutte contre la fraude. À ces enjeux propres, à toutes les conventions médicales que je viens de vous présenter, s'ajoutent de nouveaux enjeux liés au contexte tendu de la médecine libérale. Peux-tu nous présenter ces enjeux plus conjoncturels, Joseph ? Oui, Aloïs. Mais pour les introduire, nous allons à nouveau écouter Thomas Fattom qui s'exprime sur ces difficultés ou plus exactement sur les tensions actuelles. Il y a une double tension. Il y a de plus en plus de patients qui ont du mal à trouver un médecin traitant, qui ont du mal à avoir un rendez-vous chez les spécialistes. Et de l'autre côté, il y a de moins en moins de médecins. C'est vrai qu'on a une démographie médicale qui subit un peu le numerus clausus très faible d'il y a 15 ou 20 ans. Et donc, une tension aussi du côté des médecins. Et c'est vrai que la présidente d'AMG France l'a bien redit, l'attractivité de la médecine générale, l'attractivité des fonctions de médecin traitant, elle est au cœur de la négociation et l'assurance maladie, elle a fait le diagnostic depuis un certain temps qu'on avait besoin de ces médecins traitants. Pourquoi ? Parce que tous les jours, ils prennent 1 million de patients par jour. 1 million de patients, 40 000 passages aux urgences par jour, 1 million de patients. Donc, on a besoin de médecins qui s'installent en médecine générale. On le voit, l'attractivité est donc une préoccupation majeure. Elle s'explique en partie par cette démographie médicale en berne. Ainsi, le nombre de médecins généralistes est passé de près de 55 000 à 52 000 en l'espace d'une décennie. La moyenne d'âge est également préoccupante. Elle est de 52 ans, avec, et il faut le souligner, un tiers des médecins généralistes qui a aujourd'hui plus de 60 ans. Mais ce n'est pas le seul élément. Il y a également
une pression qui s'accumule, qui s'accentue année après année sur les médecins, à tel point qu'il y a une forme de perte de sens. Et pour y remédier, il est indispensable de redonner le temps nécessaire à un exercice correct du soin. Mais l'attractivité doit aussi s'apprécier au regard des particularités de chaque situation, car les médecins ne sont pas tous les mêmes. On peut par exemple noter une certaine disparité au niveau des honoraires en fonction des spécialités médicales. À titre d'exemple, l'honoraire moyen d'un radiologue est 4 fois supérieur à celui d'un psychiatre. Il y a aussi des disparités générationnelles, avec une nouvelle génération de médecins qui aspirent à davantage d'épanouissement personnel, qui recherchent un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est aussi une génération qui apprécie davantage le travail en équipe et le salariat. L'attractivité n'est pas la seule difficulté, il y en a aussi d'autres, comme la coordination. En 1998, une convention médicale instaurait le médecin traitant. Mais aujourd'hui, 25 ans après, il y a toujours 6 millions de patients qui n'en ont pas. On peut aussi évoquer les parcours de soins. Mais malheureusement, en les regardant de plus près, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux sont soit peu clairs, soit non pertinents. Dans les initiatives, on peut enfin noter les maisons pluridisciplinaires qui permettent de regrouper une offre médicale plus cohérente et variée sur un même lieu. Il y a aussi, dans le même domaine, les communautés professionnelles territoriales de santé, ces CPTS, qui permettent de faciliter les échanges et la coordination entre médecins. Mais elles sont encore trop peu nombreuses, se développent trop lentement. Et d'ailleurs, l'objectif de 1000 CPTS à fin 2023 a finalement été reporté à fin 2024. Globalement, on constate un véritable déficit de coordination, d'une part entre la médecine générale et les médecins spécialistes, et d'autre part entre la médecine ambulatoire, c'est-à-dire la médecine de ville, et la médecine hospitalière. Ainsi, on voit donc des enjeux récurrents autour de la rémunération qui viennent se cumuler avec des enjeux d'attractivité, mais aussi d'organisation et de qualité des soins, qui doivent ensemble constituer les préoccupations des négociations pour une nouvelle convention médicale. Nous allons maintenant parler de ces perspectives. Peux-tu les introduire, Aloïs? Tout à fait. Après l'échec des négociations en 2023, la reprise de celles en 2024 se fait sous le sceau de l'ambition, avec de nouvelles propositions des différents acteurs. Cependant, dans un contexte où la médecine de ville doit faire face à de nouveaux défis. Il nous faut donc envisager de nouvelles approches. Mais commençons par l'échec des négociations conventionnelles en 2023. Peux-tu nous en parler, Joseph? Oui. Pour bien comprendre la situation actuelle, il est en effet indispensable de revenir sur cet échec. Il s'explique principalement par de fortes divergences entre les propositions de l'assurance maladie et les attentes des médecins libéraux. On peut par exemple parler du contrat d'engagement territorial, le CET, qui visait à lutter ou à réduire les déserts médicaux. Mais ce dispositif s'opposait par nature à la liberté d'installation si chère à nos médecins. De même, en termes de rémunération, il y a bien eu des propositions de revalorisation, mais elles ont très vite été jugées largement insuffisantes par les syndicats représentatifs, surtout dans le contexte inflationniste que nous connaissons. Ces divergences ont donc conduit à un échec et au recours, prévu par les textes, au règlement arbitral. Celui-ci a principalement eu pour objet de prolonger les dispositions de la précédente convention en y apportant tout de même quelques ajustements. Le plus symbolique a certainement été la revalorisation de la consultation qui a été portée de 25 € à 26,50 €. Mais cette situation n'était satisfaisante pour aucune des parties. Il y a d'ailleurs eu des réactions, en particulier dans le corps médical. Certains médecins ont pratiqué des augmentations sauvages de tarifs. Alors, ce n'était pas la majorité des médecins, ce n'était pas non plus complètement anecdotique, puisque ça concernait près de 2% des médecins du secteur. Finalement, cette situation a permis de prendre conscience de l'importance des enjeux et plus particulièrement de l'importance de la négociation en tant que telle. Cela a donc donné le jour à une nouvelle méthode, une nouvelle approche, avec des priorités resserrées, recentrées, mais aussi plus de transparence. Ainsi, l'ordre du jour et les supports de réunion sont désormais diffusés à l'avance. Ils sont aussi publiés en ligne, tout comme les données statistiques qui permettent à l'assurance maladie de construire ses propositions.
Les médecins eux-mêmes sont également davantage impliqués dans les travaux préparatoires. Sur le fond, je lisais des priorités resserrées autour de 4 axes. Tout d'abord, l'accès aux soins et la réduction des inégalités, avec des travaux autour des conditions d'exercice, du rôle de médecin traitant, ou encore la structuration des équipes de spécialistes et un réexamen d'une dizaine de parcours de soins. Le second axe concerne davantage la qualité et la pertinence des soins, avec évidemment un accent particulier autour de la prévention, mais aussi de l'optimisation. Il s'agit alors de travailler à réduire ou limiter les actes inutiles ou redondants, comme par exemple dans le domaine de la biologie médicale ou des arrêts maladie. Il s'agit aussi d'optimiser la consommation de médicaments, et il s'agit bien sûr d'enjeux de santé, mais aussi des enjeux en termes d'économie ou d'écologie. Le troisième axe, après l'accès aux soins et la qualité, concerne l'attractivité dont j'ai parlé précédemment. La rémunération n'est plus un sujet tabou et est désormais ouvertement abordé, ainsi que des problématiques autour de l'attractivité avec le sens, et des travaux sont menés, par exemple, pour chercher à diversifier l'activité des médecins ambulatoires. Un autre aspect, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, d'une part, pour aider à l'installation dans les zones sous-denses, mais aussi un autre accompagnement pour aider à maintenir en activité les médecins seniors. Le dernier axe concerne la rémunération, ou plus particulièrement les modalités de la rémunération. Comment rémunérer nos médecins? Nous l'avons évoqué, il y a différents types de rémunération aujourd'hui. La rémunération sur objectif de santé publique, la ROSP, le forfait structure et le forfait patientèle médecin traitant. Ce dernier gagnerait d'ailleurs à être renforcé, et ça a été l'objet des négociations qui ont eu lieu la semaine dernière. Maintenant que nous avons dégrossi le contexte et le contenu de des négociations pour une convention médicale en 2024, je vais laisser Aloïs nous présenter des perspectives de nouvelles approches dans ce contexte. Merci Joseph. Bien que pour certains professionnels de santé, une des nouvelles approches pouvait être le déconventionnement, cette menace fut très peu actée. En effet, selon l'assurance maladie, seule une dizaine de généralistes et de spécialistes ont fait cette demande. Ce constat montre le profond attachement de la médecine libérale au système conventionnel. Le système conventionnel, en effet, fait ses preuves. Il représente aujourd'hui un outil puissant, un atout de la négociation sociale dans notre pays. Et cela a été rappelé par les différentes parties à de nombreuses reprises. Ainsi, de nouvelles approches se doivent être envisagées, mais toujours dans un cadre conventionnel. Nous avons noté avec mon collègue Joseph de nouvelles approches qui nous paraissaient intéressantes, mais qui sont tout à fait non exhaustives. En ce qui concerne le potentiel conflit entre les luttes contre les déserts médicaux et liberté d'installation, qui est, rappelons-le, un principe inscrit dans la Charte de la médecine libérale de 1927, plusieurs propositions non contraignantes ont été réalisées. Nous pouvons citer quelques exemples, comme des projets de cabinets éphémères dans les zones sous-dotées ou la formation d'internes sur la gestion des cabinets médicaux. Il nous faut d'ailleurs signaler que depuis juillet 2023, la nouvelle convention entre les chirurgiens dentistes et l'assurance maladie régule de manière contraignante l'installation de cette profession, comme de nombreuses professions avant elle, celle des infirmières ou des pharmaciens. La liberté totale d'installation des médecins libéraux fait donc progressivement office d'exception. Sur le versant de la rémunération, Médecins pour demain, une association de médecins, a notamment proposé de remplacer le forfait ROSP, dont nous avons parlé, par des consultations qui seraient constituées de lignes directrices de maximum 5 points. Quant à elle, la CGT a proposé d'acter les limites de l'exercice libéral traditionnel. Elle a ainsi suggéré le modèle d'une rémunération d'exercice collectif pluriprofessionnel. Concrètement, la fusion de la convention d'exercice libéral avec celle des centres de santé, afin de laisser le choix entre exercice libéral et salariat. Dans ce schéma, le financement et l'ouverture se feraient alors à la carte selon les besoins de la population. Au-delà, comme mon collègue vous l'a expliqué, un changement en profondeur du visage de la médecine libérale se fait jour depuis plusieurs années. Je ne reviens pas dessus, mais préférence pour le salariat des jeunes médecins, féminisation marquée de la profession. Cette évolution majeure pose, en fin de compte, la question de l'avenir même de la médecine libérale telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Pour conclure, vous l'aurez compris, les conventions médicales ne se limitent pas à la maîtrise des dépenses de santé ou à la rémunération des médecins. Elles couvrent également d'autres sujets comme l'organisation, la qualité des soins ou encore l'attractivité des professions médicales. Sur la forme, nous sommes passés d'une approche plutôt tendue, voire conflictuelle, à une démarche plus coopérative et transparente. Cela laisse émerger de nouvelles opportunités et nous permet d'envisager l'espoir d'un consensus gagnant-gagnant. Pour finir, élargissons notre propos. Qu'en penses-tu, Joseph? Bonne idée. Récemment, le président de la République, Emmanuel Macron, a remis la question de la rémunération des médecins libéraux au cœur du débat. Plus précisément, le modèle de la capitation, en déclarant vouloir, je cite, « aller vers une rémunération aux patients plutôt qu'à l'acte ». Le modèle anglais est-il ce vers quoi le système de rémunération doit tendre? L'avenir y répondra. Le débat est ouvert. Enfin, bien que le système conventionnel constitue un levier traditionnel et nécessaire de la régulation du système de santé, comme le rappelle le récent rapport de janvier 2022 du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, d'autres leviers peuvent être actionnés dans une logique de moyen-long terme, par exemple, telle que l'accentuation de la prévention individuelle ou l'anticipation des risques collectifs. Nous vous remercions remercions pour votre attention.